Nous allons maintenant parler de 3 épreuves que j'ai classées dans une catégorie divers hors catégorie entre guillemets parce qu'on peut considérer que c'est de la logique et en même temps des mathématiques ou pas. Bon, voilà. Donc je les ai mis un petit peu dans des hors catégories. Alors on commence avec les tableaux pré-remplis. En fait, il s'agit de tableaux double entrée. On vous donne quelques informations et on vous demande soit de finir de le remplir, soit de répondre à 2 questions en rajoutant des informations. On peut aussi vous demander parfois quel est le minimum ou quel est le maximum d'une de ces catégories. Dans tous les cas, il s'agit de calculs simples avec un raisonnement logique. Donc voilà, ça rentre un peu dans la catégorie maths et un peu dans la catégorie logique. Voici un exemple concret. On vous donne la répartition d'un EHPAD. On fait donc 3 catégories, les moins de 60 ans, les 60 à 70 et les plus de 70 ans. On fait aussi une catégorie hommes et femmes, bien entendu. Alors, il y a des informations que l'on peut déduire avant même de s'attaquer aux questions et aux autres informations qu'on vous donne. Par exemple, vu qu'on a 200 femmes et qu'on a un total de 350 personnes, on sait déjà qu'on a 150 hommes. Voilà. Ensuite, on nous dit, sachant qu'il y a 2 fois moins d'hommes de 60 ans que d'hommes de 60 à 70 ans, combien y a-t-il au maximum de femmes de 60 ans? Donc ici, on vient de nous dire qu'on avait le double, soit 80. Alors, du coup, je peux remplir, tant que j'y suis, même si c'est pas demandé, je peux remplir cette case-là, puisque j'ai 40 et 80 qui me font donc 120, 150 moins 120 qui me font 30. Alors, de cette information-là, je peux déduire le nombre de femmes de plus de 70 ans. Puisque j'ai 150 personnes de plus de 70 ans au total, j'ai forcément 120 femmes de plus de 70 ans. Ce qui me permet bien d'avoir le total de 150. Maintenant, on me demande, moi, combien j'ai de femmes dans cette case-là, au maximum, en imaginant qu'il y ait 0 ici. Ça se pourrait très bien. On est 0 personnes de 60 à 70 ans. Dans ce cas-là, au maximum, on pourra avoir 80 personnes qui ont moins de 60 ans. Alors, c'est une réponse. La réponse à cette question-là, c'est 80. Cependant, on ne me dit pas que c'est les valeurs exactes sur ferme. On me demandait juste de les calculer. Donc, je ne vais pas les mettre, je ne vais pas les afficher. Maintenant, on me dit, sachant qu'il y a 1,5 fois plus de femmes de moins de 60 ans que d'hommes, combien y a-t-il de femmes de 60 à 70 ans? Donc, 1,5, c'est 3,5. Donc, en fait, il faudrait que je fasse 40 divisé par 2 multiplié par 3. Donc, le calcul, alors, sachant que j'ai 1,5 fois plus de femmes, j'obtiens donc 60. Ce qui me donne 100 personnes qui ont moins de 60 ans. Je vais donc remplir ici maintenant le résultat. Donc, j'ai 100 plus 150 qui me font 250. 250 moins 350, ça me donne 100 personnes au total, de nouveau, qui ont entre 60 à 70 ans. Et donc, logiquement, alors je vais vérifier la dernière info parce que je dois pouvoir obtenir un résultat correct autant en ligne qu'en colonne. Donc, logiquement, là, si je rajoute 20, puisque 80 plus 20, ça me fait 100, j'aurai 20 personnes de 60 à 70 ans. Je vais maintenant vérifier qu'en additionnant ça, j'obtiens bien 200. J'ai 60 plus 20 qui me font 80, 80 plus 120 qui me font bien 200. Mon résultat est juste. J'ai donc, qu'est-ce qu'on me demande? Les femmes de 60 à 70 ans. J'ai donc 20 femmes de 60 à 70 ans. Voilà pour ce type de tableau double entrée. Alors, il y a aussi ce que j'appelle les mini-organisations. Alors, elles font partie de la catégorie raisonnement numérique, mais ça reste un petit peu de l'organisation. Et en général, pour les solutionner, il suffit de faire un tableau à double entrée et on en déduit les différentes possibilités. Exemple. 4 étudiantes font leur stage à l'hôpital Nord.
On leur a demandé leurs préférences. Elles avaient chacune deux choix possibles parmi les secteurs suivants: les maladies tropicales, la pédiatrie, la gériatrie et les urgences. Après, on me donne des infos. Camille et Alice ont fait le même deuxième choix. Le service des maladies tropicales a été plus choisi que la gériatrie, mais pas 3 fois. La pédiatrie a été le plus choisi en premier choix. Aucun service n'a été choisi 4 fois. Et un des services n'a jamais été choisi. Rémi et Benoît ont choisi le même service en premier choix et Camille et Benoît ont fait les mêmes choix. Alors, pour résoudre ce genre de problème, on fait donc, comme je vous l'ai dit, un petit tableau double entrée. Alors, voilà, j'ai restructuré un petit peu pour que tout puisse rentrer correctement. Alors, Camille et Alice ont fait le même deuxième choix. Donc, ça veut dire que ici, j'aurai la même information, le même choix et pour Camille et pour Alice. On me dit aussi, en ce qui concerne Rémi et Benoît, qu'ils ont choisi le même premier service ici et là. De la même manière, on me dit ensuite que j'ai Camille et Benoît qui ont fait les mêmes choix. Donc, ça veut dire que ici et là, j'aurai les mêmes choix. Ensuite, on me dit que le service des maladies tropicales a été plus choisi que la gériatrie, mais pas 3 fois. On me dit que la pédiatrie est le service qui a été le plus choisi en premier choix. Donc déjà, je peux mettre au minimum la pédiatrie ici. Au minimum, je peux mettre la pédiatrie ici et là. Parce que, alors, sachant qu'elle a été plus choisie en premier choix, je peux pas avoir quelqu'un d'autre à égalité avec elle. Donc, sachant que j'ai 3 services qui ont été choisis, au minimum, j'aurai la combinaison 1, 1 et 2 qui me permettra d'avoir 4, puisque je sais que j'ai un service qui n'a jamais été choisi. Aucun service n'a été choisi 4 fois et un des services n'a jamais été choisi. Moi, je ne sais pas lequel n'a jamais été choisi. C'est donc la pédiatrie. Mais comme le choix de Benoît est le même choix que Camille, j'ai forcément la pédiatrie ici aussi. Voilà, ma pédiatrie a été mise 3 fois. Ensuite, il va me rester 2 services à placer entre pédiatrie, gériatrie et urgence, sachant que le service des maladies tropicales a été plus choisi que la gériatrie, mais pas 3 fois. Donc, le service des maladies tropicales a été choisi 1 fois ou 2 fois. Mais par rapport à mes petites couleurs, à mes différents positionnements de couleurs, je vais avoir un service qui va ressortir 3 fois dans la deuxième colonne. Donc, forcément, ça ne pourra pas être les maladies tropicales. Donc, forcément, j'aurai les maladies tropicales ici et les maladies tropicales ici. Il me reste donc 2 services, la gériatrie et les urgences. Sachant qu'on me dit que le service des maladies tropicales a été plus choisi que la gériatrie, ça sous-entend que je dois avoir une valeur supplémentaire à la gériatrie. Or, à tropicale, la gériatrie. Mais du coup, vu que j'ai 2 maladies tropicales, ça sous-entendrait que si j'ai de la gériatrie, j'en ai au maximum 1. Donc forcément, en fait, c'est la gériatrie qui n'a pas été choisie, puisqu'il me reste en effet 3 services, et que donc, enfin 3 fois un service, et que donc c'est forcément les urgences qui ont été choisies 3 fois. Je respecte bien les différentes demandes des différents stagiaires. En effet, Camille et Alice ont fait le même deuxième choix, puisqu'elles ont choisi toutes les 2 les urgences. Rémi et Benoît ont le même choix de service en premier choix, la pédiatrie. Et enfin, Camille et Benoît ont tous les 2 les mêmes choix, pédiatrie et urgence. Voilà en ce qui concerne les petits mini-orgas ou tableaux double entrée. Maintenant, il nous reste à parler des placements ou positions logiques. On a 2 types d'épreuves là-dedans. Donc, on a soit les possibilités de personnes qui sont placées autour d'une table, et puis on vous dit, alors un tel est en face d'un tel, lui est à côté d'un tel, ainsi de suite. On fait des suppositions, on place les personnes, et puis on doit trouver, à la fin, on doit arriver à qui est à côté de Hugo ou qui est à côté de Delphine.
On a aussi un petit peu, on retrouve un petit peu la même logique dans ce qu'on appelle les positions logiques, où là, par exemple, donc soit on vous met des cartes à jouer. Alors, on peut vous mettre des cartes à jouer, on peut vous mettre des symboles, on peut vous mettre des ampoules, des voitures, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais voilà, on empile des choses côte à côte, ou alors soit en ligne, soit en colonne. Et puis là, c'est pareil, il faut retrouver, dans ce cas-là aussi, il faut retrouver qui est où au départ. Alors, pour ce genre d'épreuve-là, il faut faire très attention parce que parfois, on vous dit, style une photo de classe, on peut très bien vous dire, attention, le maître d'école est au fond de la salle, et vous regardez en face de vous, d'accord? Et du coup, quand on vous dit Pierre est à gauche de Jacques, il est à gauche, à sa gauche, ce qui correspond du coup à votre droite à vous. Donc voilà, faire attention à ce genre de choses. Des fois, c'est plus simple de mettre toutes les positions possibles et puis de rayer au fur et à mesure celles qui ne sont pas possibles par rapport aux éléments qu'on nous a donnés. Mais nous verrons ça plus concrètement dans les exercices qui vont suivre. Mais d'abord, reprenons des exercices depuis le début. Et nous allons commencer avec un petit tableau double entrée. Voici donc la répartition imaginaire des patients d'un EHPAD, sachant qu'il y a 10 séniles de plus que d'Alzheimer. Combien y a-t-il d'Alzheimer au total? Alors, mes phrases ne sont pas totalement correctes. Hein. On devrait dire que sachant qu'il y a 10 patients séniles de plus que de patients atteints d'Alzheimer, mais comme je suis obligée de minimiser sur mes diaporamas les phrases, voilà, vous comprenez bien ce que je veux dire. Deuxième question, sachant que parmi les patients séniles, il y a 2 fois moins d'hommes que de femmes, quel est le nombre de femmes atteintes du syndrome de Tourette? 2 questions, je vous laisse 2 minutes. À vous de jouer. Alors là encore, on commence par remplir, avant même qu'on nous donne les infos, ce qu'on peut déjà mettre. Donc ici, je sais déjà que j'aurai 110 patients au total. Maintenant, je vais calculer avec l'information qu'on me donne ce qu'il y a. Donc, sachant qu'il y a 10 personnes séniles de plus que de personnes atteintes d'Alzheimer, combien y a-t-il de personnes atteintes d'Alzheimer au total? Donc déjà, je fais 85 moins 195, il me reste 110 personnes à me départager entre ici et là, sachant que j'en ai 10 de plus d'un côté. Donc, en gros, j'enlève 10 à mon 110, il me reste 100. Je divise par 2, ça me fait 50. Donc, j'aurai donc 50 personnes atteintes d'Alzheimer et 60 personnes atteintes de sénilité. Du coup, alors pour répondre à la question, combien y a-t-il d'Alzheimer au total? On en aura donc 50. Je vais pouvoir aussi mettre le nombre de femmes atteintes d'Alzheimer, puisque j'ai juste à faire la soustraction 50 moins 20.
qui correspondent aux hommes pour obtenir 30. Voilà pour cette première réponse. Ensuite, on me dit, sachant que parmi les patients séniles, il y a 2 fois moins d'hommes que de femmes. Alors, s'il y a 2 fois moins d'hommes que de femmes, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Quel est le nombre de femmes atteintes du syndrome de Tourette? Alors, on me donne ici les patients séniles. J'ai plus de femmes, donc ça veut dire 2 fois plus de femmes. Ça veut dire que pour 20 hommes, j'aurai 40 femmes. Je vais maintenant additionner. 40 et 30 me font 70. Soit 85 moins 70, ça me fait 15 ici. Et pour finir, alors encore une fois, c'est un tableau de double entrée. Donc le résultat que je trouve doit valider le total de ma ligne et le total de ma colonne. Donc si je fais 85 moins 15, ça me fait 70. Et si je fais 70 plus 20, 90, plus 20, 110. Mon résultat est correct. J'ai donc, on me demande le nombre de femmes atteintes du syndrome de Tourette, et j'en ai donc 15. Exercice suivant. Voici la répartition de médicaments dans un service de gériatrie. Quel serait le nombre maximum possible de pilules prises le soir au total? Quel serait le nombre minimum possible de pilules prises le soir au total? Et puis enfin, compléter le tableau, sachant que l'on a 50 pilules roses à distribuer le midi. Attention, une fois que vous aurez répondu à la question 1 et à la question 2, effacez les valeurs que vous avez trouvées, puisque ce ne sont pas des valeurs sûres, on vous demande un minimum ou un maximum. Donc, vous spéculez, mais après, vous les effacez, ça ne rentre pas en compte dans la résolution du tableau à la question 3. 3 questions, 3 minutes, c'est à vous. Alors, pour commencer, je peux d'ores et déjà remplir le nombre de pilules roses
du matin, puisque j'ai un total de 100, donc je sais que j'en aurai donc 70. Alors, on me demande quel serait le maximum possible de pilules prises le soir au total. Imaginons que j'ai 0 pilules roses prises le midi. Du coup, il me resterait 170 pilules prises le soir qui s'ajouteraient aux pilules bleues, ce qui me ferait un maximum total possible de 240 pilules prises le soir. J'enlève les valeurs que je viens de trouver puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur de la spéculation, donc on ne prend pas ces valeurs en compte. Quel serait maintenant le minimum possible de pilules prises le soir au total? Donc, pour avoir le minimum possible, il faudrait que j'ai le minimum dans cette case-là. Et pour avoir le minimum dans cette case-là, il faudrait que je m'en sois débarrassé du maximum ailleurs. À savoir, il faudrait que je mette mes 130 pilules là, du midi dans les pilules roses. D'accord? Puis ça me ferait donc 130 plus 70, ça me ferait donc 200 pilules déjà prises. Il ne me resterait plus que 40. Du coup, le minimum que je puisse avoir le soir serait de 110 pilules. Encore une fois, là, c'est un cas, on a spéculé, on a imaginé ce qui serait possible, c'est pas du tout une valeur sûre. Donc, je mets mon 110, mais voilà, on s'en tient là. Complétez maintenant le tableau, sachant que l'on a 50 pilules roses à distribuer le midi. Donc, maintenant, là, je vais partir avec vraiment des valeurs exactes. On affirme que j'ai 50 pilules roses le midi. Du coup, 130 moins 50, il me resterait 80 pilules bleues. Je vais maintenant additionner ces trois valeurs-là, le 30, le 80 et le 70. Donc, encore une fois, stratégie mathématique. 30 plus 70, ça fait 100. Plus 80, 180. Je vais maintenant additionner mon total là, parce que ça va me permettre de retrouver mes deux autres totaux. Alors, je peux aussi faire ma soustraction dans l'autre sens. À l'arrivée, j'aurai toujours logiquement le même résultat. Nous avons donc 180 plus 240, ce qui nous fait 420. Nous avons ici 50 et 70 qui nous font 120, ce qui veut dire qu'il en manque 120 là, ce qui me donnerait 190 ici. Nous allons maintenant vérifier si en additionnant tous ces chiffres-là, nous obtenons bien 420. Nous avons donc 190 plus 130 qui nous font 320, 320 plus 100, 420. Le compte est bon. Voilà pour ce deuxième exercice. Exercice 3, encore un tableau double entrée. On vous demande quel est le nombre maximum possible de mineurs l'après-midi et quel est le nombre minimum de mineurs l'après-midi. À vous de jouer, je vous laisse 2 minutes. Alors,
Pour commencer, je peux déjà faire ma soustraction au total des majeurs. J'aurai donc 300 majeurs. Au maximum, je cherche donc le maximum possible de mineurs l'après-midi. Au maximum, imaginons que tous les mineurs arrivent l'après-midi, j'en aurai 140. C'est le maximum que je puisse avoir dans tous les cas. Passons à la seconde question. On me demande quel serait le nombre minimum de mineurs l'après-midi. Alors, attention, j'ai 360 ici. Pour avoir le minimum de mineurs l'après-midi, il faudrait que je place le maximum de majeurs l'après-midi. Et donc, j'en aurai 300. Puisque je ne peux pas en placer plus, des 360, je peux en mettre que 300 des majeurs, puisque c'est le maximum que je vais pouvoir prendre comme valeur. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 60 derniers resteraient ici. Et donc, au minimum l'après-midi, j'aurai 60 mineurs. Je ne pourrai pas en avoir moins, c'est impossible puisque j'en ai au maximum 300 ici. Alors là, on ne vous demande pas de résoudre en entier, donc maintenant c'est fini. Hop, on laisse le tableau tel quel. Si on nous rajoutait une information, on pourrait le remplir en entier correctement, mais là, bon, pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça. Voilà pour celui-là. Passons maintenant au positionnement logique. Et nous avons donc 8 chevaliers autour d'une table ronde. Arthur, Bédiver, Caradoc, Dagonet, Galad, Léodagan, Perceval et Tristan. On vous dit qu'ils sont assis en face l'un de l'autre, seulement s'ils sont diamétralement opposés, c'est-à-dire vraiment en face par rapport au positionnement en cercle. On nous donne ensuite 3 infos, donc Galad est en face de Bédiver, Caradoc est en face de Dagonet et Galad est à côté de Dagonet. À l'aide de cette première série d'informations, on vous demande de dire où est Caradoc. Je vous laisse une minute. Voici ma table. Alors, il faut toujours commencer à un moment par placer quelqu'un. On n'a pas le choix, on place une première personne et après on avance. Donc, je commence en disant Galahad est en face de Bédiver. J'ai ensuite comme information que Caradoc est en face de Dagonet et que Galahad est à côté de Dagonet. Alors, je place Dagonet. Dagonet, il pourrait être ici ou il pourrait être là. En fonction de cette info-là, Caradoc serait ici ou là. Quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que dans les deux cas de figure, Caradoc, il est où? Il est à côté de Bédiver. Dans les deux cas, on l'a, peu importe qu'il soit à droite ou à gauche, on ne nous donne pas d'infos là-dessus, mais dans les deux cas, il est à côté de Bédiver. Donc, on valide cette information-là. Alors, si on regarde les autres infos, bien entendu, ça ne marche pas. En face de Bédiver, non, puisqu'il est à côté. En face de Galahad, non, c'est pas le cas, puisque c'est Bédiver qui est en face de Galahad. À côté de Dagonet, c'est faux, puisque Dagonet est à l'opposé est en face de Caradoc. Et puis enfin, à côté de Galahad, c'est faux, puisque de toute façon, ils sont diamétralement, enfin pas totalement diamétralement opposés, mais ils ne sont pas du tout du même côté. Maintenant que j'ai ces informations-là, je vais les garder pour passer à la suite, à la question d'après de l'exercice. On me rajoute donc maintenant 5 informations qui vont me permettre de placer tout le monde.
Galahad n'est pas à côté d'Arthur. Caradoc n'est pas non plus à côté d'Arthur. Alors, à partir de là, il va falloir que je choisisse un positionnement. Hein. Donc, je vais effacer, par exemple, cette position-là hein, pour pouvoir continuer sur les autres positionnements. On est d'accord que pour le moment, par rapport aux infos qu'on me donne, je pourrais très bien avoir la position symétrique de celle-là hein, pour mon raisonnement. Mais voilà, pour pouvoir continuer à avancer et ne pas avoir 300 000 lettres sur mon dessin, je vais en enlever quelques-unes. Donc, Galahad n'est pas à côté d'Arthur. Donc, Arthur peut se trouver ici, ou ici, ou ici. 3 positionnements pour Arthur. Caradoc n'est pas à côté d'Arthur. Ah, bon, mais ce positionnement-là, du coup, il disparaît déjà. J'en veux plus. Léodagan n'est pas à côté de Bédiver. Bon, là, pour le moment, celui-là, je ne le place pas. Alors, je vais flaguer, marquer celui que j'ai placé hein, dans mon petit schéma. Arthur est en face de Tristan. Donc, ça veut dire que j'aurai Tristan ici ou Tristan là. Léodagan n'est pas à côté de Tristan et Léodagan n'est pas à côté de Bédiver. Du coup, forcément, ça va m'influencer sur mes positionnements. Je peux mettre Arthur ici, avec Tristan là, parce que c'est la seule manière que j'ai pour que Léodagan ne soit pas à côté de Bédiver. Du coup, je dégage ça et j'enlève ça aussi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer Léodagan. Or, on me dit que Léodagan n'est pas à côté de Tristan. Donc, Léodagan est ici. Du coup, forcément, le dernier qui me manque, c'est Perceval. Et là, qui est à côté de Perceval, nous avons donc Tristan et Caradoc qui sont à côté de Perceval. Voilà pour cet exercice. Passons à l'exercice 5, encore un positionnement, mais avec les ailes de Friends cette fois. Alors, je voulais l'énoncer, puis après, je vous laisserai une petite minute pour essayer de les placer. Monica, Chandler, Rachel et Joey sont côte à côte face à Ross. Vous devez déterminer la place de chacun à l'aide des indices que vous donne Ross. Il vous dit, attention, à la droite, quand Ross vous dit qu'il voit Joey à droite de Monica, là, cette fois-ci, c'est lui, puisque c'est Ross qui parle, c'est lui qui voit effectivement que Joey est à droite de Monica. Je vous laisse une minute, à vous de jouer. Donc, pour résoudre, j'ai fait un petit tableau dans lequel j'ai noté toutes les positions possibles. Et puis, au fur et à mesure, je vais enlever tous les raisonnements que j'ai. Donc, Monica n'est pas à côté de Chandler. Alors, pour le moment, cette information-là, ça va dépendre de où est placée Monica, où est placée Chandler. Donc, je ne peux pas l'exploiter directement. Rachel n'est pas aux extrémités. Cette info-là, je peux l'exploiter. Je raye donc Rachel des extrémités. Et puis, je considère qu'elle est rayée, exploitée. Donc, je m'en débarrasse. Joey est à droite de Monica. Donc, ça veut dire que si Monica est en 1, Joey sera en 2. Si Monica est en 2, Joey sera en 3. Et enfin, si Monica est en 3, Joey sera en 4. Dans ces 3 cas de figure, j'ai bel et bien Joey qui est à droite de Monica. Ensuite, on me dit que Monica et Rachel ne sont pas côte à côte. Alors, par rapport au positionnement que j'ai et aux possibilités que j'ai pour Rachel, si je place Monica en 1, j'aurai Joey en 2 et Rachel en 3. Ça fonctionne
avec le fait que Monica et Rachel ne sont pas à côté l'une de l'autre. Si je prends Monica en 2 et Joey en 3, j'ai un souci, je ne peux pas placer Rachel. Donc cette possibilité-là, je peux déjà la rayer. Je suis sûre qu'elle ne fonctionnera pas. Et enfin, si je place Monica en 3 et Joey en 4, j'aurai Rachel en 2, et là j'aurai Monica et Rachel qui sont côte à côte. Donc ce n'est pas possible. Donc en fait, le seul positionnement que j'ai qui soit acceptable avec ces trois-là, c'est d'avoir Monica en 1, Joey en 2 et Rachel en 3. Du coup, j'ai exploité cette information. J'ai bel et bien Monica qui ne sont pas à côté l'une de l'autre. J'ai toujours Joey qui est à côté, qui est à droite de Monica. Et enfin, pour finir, je sais que Monica n'est pas à côté de Chandler. De toute façon, Chandler n'est donc pas en position 1, ni en position 2, ni en position 3. J'ai donc Chandler qui est en position 4. Voilà pour cette épreuve. Cette fois-ci, on va jouer avec des ampoules. On a 4 ampoules de couleurs différentes, vert, jaune, bleu et rouge. Et à l'aide des indications données, vous devrez déterminer la place de chacune d'elles. C'est parti, je vous laisse 1 minute. Alors, c'est pareil. Ici, je peux au choix soit écrire toutes les places, soit écrire juste les lettres au fur et à mesure, comme ça m'arrange. Je sais que l'ampoule verte est entre la rouge et la bleue. Donc, forcément, l'ampoule verte se trouvera soit en 2e, soit en 3e position. Elle ne peut en aucun cas être aux extrémités. L'ampoule jaune n'est pas en 1re position. Donc, l'ampoule jaune pourra être ici, là ou là. L'ampoule bleue est à droite de l'ampoule verte. Donc, si l'ampoule verte est en B, l'ampoule bleue sera en C. Si l'ampoule verte est en C, l'ampoule bleue sera en D. Du coup, maintenant, comme je me rappelle quand même que l'ampoule verte est entre l'ampoule rouge et l'ampoule bleue, donc l'ampoule rouge sera ici, j'aurai rouge, vert, puis bleu, et je finirai par le jaune. Rouge, vert, bleu, jaune. Voilà pour ce positionnement. Numéro 7. Plaçons cette fois 4 voitures. Une Ferrari rouge, une Porsche rouge, une Lamborghini noire et une Maserati noire sont garées sur les places numérotées de 1 à 4. À l'aide des indications, replacez-les correctement. Cette fois, nous avons 2 couleurs en plus des marques de voitures. Nous avons des couleurs qui vont nous aider à placer tous ces véhicules. À vous de jouer, je vous laisse 1 minute. On me dit que la Ferrari est à droite de la Porsche. Donc, lorsque j'aurai la Porsche, la Ferrari sera à sa droite. On me dit qu'on ne trouve pas 2 voitures rouges ou 2 voitures noires côte à côte. Donc, forcément, je suis
intercalés noir et rouge. Ma Porsche est rouge, ma Ferrari est rouge. Donc après, je ne sais pas si j'aurai rouge en 1, rouge en 3 ou noir en 1 ou rouge en 2 et rouge en 4. D'accord? Mais je sais que de toute façon, la Porsche sera positionnée avant la Ferrari. On me dit ensuite que la Ferrari n'est pas à une extrémité. Donc, du coup, ça me permet de savoir que ma Ferrari rouge est en position 3 et que ma Porsche rouge est en position 3. La Maserati n'est pas en 4e position. Elle est forcément en 2e position. Et il me restera donc la Lamborghini pour finir. Le positionnement correct est donc Porsche rouge, Maserati noir, Ferrari rouge et Lamborghini noir. Voilà pour cet exercice. Passons au suivant. Et dernier exercice. 6 amies vont manger dans un restaurant chinois. Elles sont placées à une table ronde. Replacez-les, sachant que Déborah est à côté de Gaëlle, Delphine est à côté d'Axel, Axel est à côté de Déborah, et Déborah est en face de Nelly. Quand vous aurez répondu à ça, quand vous aurez placé tout cela, vous pourrez nous dire qui encadre Caroline. À vous de jouer, je vous laisse 1 minute. Alors, on reprend comme précédemment un schéma, sauf que cette fois, hop, on n'a que 6 positions. Hein. Plaçons Déborah, parce qu'à un moment, il faut commencer. Donc, on place Déborah et puis on va placer Gaëlle à sa gauche. Encore une fois, ce que j'ai dans un sens, je pourrais en trouver le positionnement symétrique, mais ça n'empêchera pas que ce sera toujours les mêmes personnes qui encadreront Caroline à l'arrivée. Donc, Déborah est à côté de Gaëlle. Delphine est à côté d'Axel. Axel est à côté de Déborah. Donc, Axel est ici. Et du coup, Delphine se retrouve là. Déborah est en face de Nelly. Du coup, Caroline est entre Gaëlle et Nelly. Voilà pour ces différents petits exercices hors catégorie, entre guillemets.